19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 19 février 2019. Stélio Gilles Robert Kapochichi, plus connu sous le nom de Kémi Séba, séjourne au Niger dans le cadre de son combat panafricaniste. Dans un entretien qu'il a accordé à la télévision Labari, il nous parle de la France-Afrique et son combat contre ce système. Suivez un extrait de l'activiste Kémi Séba avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. On organise le 23 février une journée internationale de mobilisation contre la France-Afrique. Nous partons du principe que le néocolonialisme français aujourd'hui est à l'aube de son déclin, et la seule façon de pouvoir matérialiser ce déclin, c'est que la jeunesse africaine puisse prendre ses responsabilités pour pouvoir acter définitivement la question du néocolonialisme français, ou du moins de l'enterrement du néocolonialisme français. On a parlé pendant des tas d'années de décolonisation, de fête des indépendances. On fêtait l'indépendance que nous n'avons jamais eue, et il arrive un moment où il faut qu'on puisse arriver au terme de ce chapitre-là, parce que la souveraineté africaine dans la sphère de la zone franc ou de la sphère francophone n'existe pas. Et donc, partant de ce principe, notre ONG a ouvert des fronts à différents endroits, dans différents pays d'Afrique francophone et aussi dans les Caraïbes, parce que les Caraïbes font partie du combat que nous menons. C'est une autre forme de colonialisme qu'ils subissent émanant de la France, mais quelque part ça revient du pareil au même. Et donc, nous sommes axés notamment sur la question du franc CFA, mais une erreur que les médias font trop souvent, c'est de penser qu'on peut résumer notre combat politique à la question du franc CFA. Or, nous parlons des bases militaires françaises en Afrique, nous parlons de la malgouvernance de nos dirigeants, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité entre nous. Quand bien même le franc CFA disparaîtrait, si nos dirigeants continuent la malgouvernance, la corruption, les détournements de fonds, rien ne changera pour nos populations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit être capable de dire, et c'est quelque chose qui dérange les présidents. C'est pour ça que j'interdis de rentrer dans différents pays. Tant qu'on parlait juste du fait d'interdire le franc CFA, ça allait, mais quand on a commencé à parler de la nécessité d'une bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, on a commencé à être interdit de rentrer dans différents pays en Afrique, au Togo, en Guinée, non plus le CFA, mais malgouvernance, ils connaissent bien, donc ils m'ont interdit. Et le Sénégal, comme tout le monde le sait aussi, j'ai été interdit parce que expulsé au motif que nous étions soi-disant une menace grave pour l'ordre public à cause de nos revendications sur la souveraineté africaine. Rendez-vous donc à la fin de cette édition pour suivre l'intégralité de cette intervention de Kémi Séba. Ces derniers temps, un débat assez inapproprié sur les notions de régionalisme et d'ethnicisme se développe dans l'opinion publique, particulièrement sur les réseaux sociaux. Cette situation est-elle convenable pour notre société? Réponse dans ces commentaires signés Ali Cissé Ibrahim. Le Niger est un pays magnifique, à l'exception de la région de Difa et de Tillabéri où les populations sont victimes d'attaques terroristes. Le reste de notre pays est un havre de paix. Les esprits sont en communion avec le gouvernement dans son combat contre les ordres terroristes qui s'attaquent lâchement à notre patrie. Pour cause, la paix doit être totale sur l'ensemble de notre territoire. Malheureusement, pendant que le Niger fait face aux défis sécuritaires, certains esprits optés n'ont rien trouvé de mieux que de faire ressurgir des thèmes d'un autre âge qui traitent de régionalisme ou d'ethnicisme. Qu'est-ce qui explique cette résurgence de telles idées? À ce niveau, les questions qui méritent d'être posées sont les suivantes. Est-ce parce qu'un arabe nigérien a été investi par son parti pour être candidat aux futures élections présidentielles, ou encore un complexe de supériorité qui pousse certains à penser que leur ethnie est meilleure que d'autres? Heureusement, le vivre ensemble des Nigériens n'accepte en aucune façon l'émergence d'idées basées sur le régionalisme ou l'ethnicisme. En son temps, le fait président Sékou Touré avait trouvé le remède à cette anomalie en faisant travailler les Nigériens sur l'ensemble du territoire sans distinction de race ou d'ethnie. Une action qui a favorisé le métissage interethnique dans notre pays, au point où il n'est pas de trop de dire que le Niger est une nation arc-en-ciel. Ceci nous amène à dire que les idées sur le régionalisme ou l'ethnicisme n'ont pas leur place dans le raisonnement du Nigérien actuel. Alors que doit-on faire pour combattre la régression du régionalisme ou de l'ethnicisme? Eh bien, toute la société nigérienne doit être vent debout contre des idées axées sur la région ou l'ethnie. Plus encore, le gouvernement actuel doit être implacable
contre les personnes qui se lanceront dans l'acrobatie périlleuse du régionalisme ou de l'ethnicisme. Enfin, le ministère de l'Intérieur a une grande responsabilité, celle de prendre des mesures rigoureuses contre tout individu qui utilisera la radio, la télévision ou les réseaux sociaux pour propager des idées à caractère régionaliste ou ethniciste. Dans le cadre de la modernisation de la capitale, plusieurs chantiers sont initiés par le gouvernement et des particuliers. Parallèlement, on remarque une croissance des maisons de luxe construites par des particuliers dont malheureusement on ne connaît pas les sources de leur fortune pour la plupart des cas, ce qui a suscité ce commentaire de Ismaël Moumouni. Niamey en pleine métamorphose due à l'urbanisation galopante et cela depuis un certain temps. En effet, en sillonnant les grands axes de la capitale, vous verrez comment les immeubles poussent comme des champignons. À l'image de ces immeubles, on constate également une floraison des maisons de luxe. Des quartiers comme Kwarakano, Dubaï, Francophonie et bien d'autres sont connus pour leurs belles habitations. Pour certains, cela est révolu car aujourd'hui, c'est l'ère des palaces et châteaux, comme ceux des séries télévisées. Ce qui n'est pas un mal en soi pour les autorités et les urbanistes qui estiment que c'est un progrès qui entre dans le cadre de la modernisation de la ville. Par contre, pour les citoyens, cela est une exagération. Du moment où les propriétaires de ces maisons de luxe ont tous des proches qui galèrent. Au lieu de les aider, ils ne font qu'exhiber leur richesse dont on ignore la provenance pour la plupart. Ce qui est sûr, aucun cadre A1 de la fonction publique du Niger ne peut se payer ce genre de maison avec son salaire. Au moment où le contribuable cherche un toit pour s'abriter, certains politiciens maintenant aux affaires narguent la population en s'abritant dans des forteresses dont la somme est plus élevée que les fonds alloués à certains ministères. Pourtant, ils ont enchanté le programme Un Nigérien, un toit, ce qui ressemblera apparemment à un refrain de campagne. Toutes ces belles maisons démontrent ainsi que le Niger n'est pas pauvre mais mal géré, ce qui donne raison au président de la République, Issoufou Mahamadou. Mais le comble, c'est lui-même qui gère, donc ce qui veut dire qu'il gère mal. L'acte de naissance fourni par l'état civil cause de nos jours un sérieux problème de délivrance pour la population. Un problème dû à un certain nombre d'engagements pris par les autorités municipales, nous explique la responsable de l'état civil du 1er arrondissement dans ce reportage signé Asma Osedou et Sadou Doumi. L'acte de naissance, première pièce d'état civil dont tout homme doit se munir, est délivré dans les différentes communes du pays. L'acquisition de cette pièce, qui jadis ne pose aucun problème, se trouve être de nos jours un casse-tête pour la population. Qu'est-ce qui explique ce problème? On fait ce qu'on peut. On est en train de voir comment satisfaire la population pour que tout le monde arrive à avoir ses papiers à temps. Surtout dans notre commune, comme il y a tellement de lettrés, tous les militaires qui vont chaque fois sur les fronts là. Donc vraiment, on fait l'impossible même de satisfaire la population. Avec l'augmentation des audiences foraines que le président a demandé pour que tout citoyen arrive à avoir un acte de naissance. Donc, on a à peu près 99 auparavant, avant de clôturer. Mais maintenant, ça arrive jusqu'à 135. Et puis, on a plus de 35 registres qui attendent. Consciente de cette lenteur, la responsable de l'état civil de l'arrondissement communal Niamey 1 lance cet appel à l'endroit de la population. Et ce qu'on veut de la population, qu'ils soient patients. Parce que après l'accouchement, c'est les maternités qui vont faire leur travail. Quand ils font la déclaration, ils donnent aux concernés au moins 3 à 2 mois. Eux-mêmes, avant de nous amener les déclarations, ils peuvent faire au moins 2 mois ou bien
3 mois avant de les acheminer aussi à la centrale. Donc, arrivé ici, nous aussi, il faut qu'on fait la transcription. On les enregistre d'abord, on fait la transcription avant de donner ça au propriétaire. Donc, il faut voir. Le registre, ça fait 100 enfants qu'on doit déclarer sur un même registre. Les 100 là, il y a 3 volets. Il y a 3 volets qu'on fait. Il y a la souche, il y a la statistique et le volet à remettre au déclarant. Donc, c'est qui fait 300. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Il est porté à la connaissance de toute la population que la délivrance de l'acte de naissance n'est pas seulement du ressort des municipalités. Cependant, son obtention nécessite plusieurs procédures. Place à présent à la partie magazine pour suivre l'intégralité de l'entretien que nous a accordé Kémy Seba dans son combat sur le panafricanisme. Très bonne réception à vous. Il est très difficile de parler de soi. Avec tous les problèmes que notre peuple rencontre, parler de moi-même, je pense, consisterait peut-être à ralentir la résolution des problématiques pour lesquelles on se bat. Je dirais juste que je suis le président de l'ONG Urgence panafricaniste, écrivain, auteur de 4 ouvrages sur le panafricanisme et la conscience noire, la conscience africaine en général. Je suis journaliste politique pour diverses grosses chaînes en Afrique francophone, que ce soit Vox Africa, que ce soit Golf TV Africa. J'ai été directeur général d'Afrique Média à N'Djamena. Et j'ai aussi été chroniqueur géopolitique sur la chaîne sénégalaise de Zest TV. Et je suis l'initiateur du Front anticolonialisme français en Afrique, que l'on appelle plus communément le Front anti-CFA. Alors, dans quel cadre se situe votre présence au Niger ? On organise le 23 février une journée internationale de mobilisation contre la France-Afrique. Nous partons du principe que le néocolonialisme français aujourd'hui est à l'aube de son déclin, et la seule façon de pouvoir matérialiser ce déclin, c'est que la jeunesse africaine puisse prendre ses responsabilités pour pouvoir acter définitivement la question du néocolonialisme français, ou du moins de l'enterrement du néocolonialisme français. On a parlé pendant des tas d'années de décolonisation, de fête des indépendances. On fêtait une indépendance que nous n'avons jamais eue. Et il arrive un moment où il faut qu'on puisse arriver au terme de ce chapitre-là, parce que la souveraineté africaine dans la sphère de la zone franc ou de la sphère francophone n'existe pas. Et donc, partant de ce principe, notre ONG a ouvert des fronts à différents endroits, dans différents pays d'Afrique francophone et aussi dans les Caraïbes, parce que les Caraïbes font partie du combat que nous menons. Eux, c'est une autre forme de colonialisme qu'ils subissent émanant de la France, mais quelque part, ça revient du pareil au même. Et donc, nous sommes axés notamment sur la question du franc CFA, mais une erreur que les médias font trop souvent, c'est de penser qu'on peut résumer notre combat politique à la question du franc CFA. Or, nous parlons des bases militaires françaises en Afrique. Nous parlons de la malgouvernance de nos dirigeants, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité entre nous. Quand bien même le franc CFA disparaîtrait, si nos dirigeants continuent la malgouvernance, la corruption, les détournements de fonds, rien ne changera pour nos populations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit être capable de dire, et c'est quelque chose qui dérange les présidents. C'est pour ça que je suis interdit de rentrer dans différents pays. Tant qu'on parlait juste du fait d'interdire le franc CFA, ça allait, mais quand on a commencé à parler de la nécessité d'une bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, on a commencé à être interdit de rentrer dans différents pays en Afrique, au Togo, en Guinée, non plus le CFA, mais malgouvernance, ils connaissent bien, donc ils m'ont interdit. Et le Sénégal, comme tout le monde le sait aussi, j'ai été interdit parce que expulsés au motif que nous étions soi-disant une menace grave pour l'ordre public à cause de nos revendications sur la souveraineté africaine. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre engagement dans le combat contre le franc CFA ? Mon cher aîné, que j'aime tant, je formulerai les choses d'une façon différente en réponse, en disant qu'est-ce qui aurait motivé mon combat contre la France-Afrique ? Le refus de l'injustice, le refus de l'iniquité, le refus de l'inégalité, le refus de la prédation, le refus du pillage, l'incompréhension vis-à-vis d'une situation où il y a 5% de la population qui se gave et 95 autres % de la population qui vivent dans des conditions indécentes, alors que leurs ressources normalement devraient leur permettre de vivre dans des conditions décentes. Et bien c'est cette démarche qui m'a amené à m'attaquer à la pieuvre de la France-Afrique. Et dans la pieuvre de la France-Afrique, l'une des tentacules les plus visibles, c'est la question du franc CFA. Mais je ne m'attaque pas à une seule. C'est ce qui nous différencie, je pense, de beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils ont vu qu'on a été capable de remettre cette question sur la scène internationale et de la remettre au sein des masses, beaucoup de gens qui parlaient dans leur cabine téléphonique à 3 ou 4 personnes, dans leur laboratoire à 3 ou 4 personnes, ont commencé à vouloir se saisir de ces questions, mais ne veulent pas parler de l'ensemble.
Or, nous partons du principe qu'il y a aujourd'hui deux fronts. Même à l'intérieur de la contestation du franc CFA. Il y a des gens, l'intelligentsia africaine, financée par la gauche française, qui, grâce à ses institutions et ses structures altermondialistes, sont simplement dans une démarche non pas de rupture épistémologique totale avec l'impérialisme français, mais veulent simplement une démarche progressiste. Et j'appelle, quand je parle de progressisme, c'est comme si on est sur la plantation, et certains vous disent, bon, on ne va pas brûler la plantation, on va se libérer un petit peu. Je prends une autre image. Quelqu'un vous viole, l'impérialisme français vous viole, vous enfonce un bâton, pardonnez-moi l'image pour les femmes pieuses qui nous regardent, dans l'orifice de 30 cm, et le progressisme, c'est de dire, bon, on retire de 2, 3, 4, 5 cm, au lieu de retirer complètement. Eh bien, nous partons du principe que nous ne voulons pas être violés, qu'il est temps de retirer complètement ce bâton qu'ils nous ont enfoncé, ce bâton de l'impérialisme français, et c'est pour ça que nous parlons d'une résurrection et d'une insurrection politique, civique, globale, et non pas parcellaire, qui consisterait, comme le voudrait l'impérialisme français, à ce qu'on s'incarcère dans le débat technique entre simplement les pros et les anti-français. Enfin, c'est une manœuvre dolosive. Quand les Français disent ça, c'est parce qu'ils veulent qu'on perde du temps, alors que des solutions pour sortir du franc CFA ont été trouvées par M. Pouemi depuis des années. Elles ont été trouvées par M. Kadhafi, qui a été assassiné, entre autres, pour cette raison. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut qu'on puisse être capable de se réapproprier nos ressources minières pour qu'on puisse appuyer sur celles-ci des banques centrales qui seraient restructurées afin qu'une monnaie puisse donc être complètement souveraine et indépendante et non plus arrimée à l'euro. Tout le monde sait qu'on doit passer par là. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait un combat global pour lutter contre la malgouvernance, contre la corruption, contre les avantages d'une intelligentsia qui est très riche, elle aussi, en franc CFA. Et c'est pour ça que nous sommes combattus à la fois par les dictateurs africains et par les pseudo-intellectuels africains. Même quand eux se disent être anti-CFA, ils font partie du problème. Alors, pensez-vous être bien compris par les citoyens des pays qui en partagent le franc CFA? En tout cas, partout où on va, ce sont des foules qui nous reçoivent, qui nous accueillent, qui nous rejoignent. Toutes les mobilisations que nous faisons en Afrique francophone, c'est des milliers de gens qui se réunissent. Et je pense que dans la sphère panafricaniste aujourd'hui, très peu peuvent se targuer de réunir autant de gens que nous. Donc je pense qu'on est très bien compris. Après, on peut toujours l'être plus. D'où la démarche des procès populaires contre la France-Afrique que nous exerçons. Mais une chose est certaine, on a une capacité à passer le message, c'est peut-être une démarche générationnelle aussi. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une génération qui n'a plus de temps à perdre et qui est donc capable de pouvoir organiser la vulgarisation d'un message là où les élites, les aînés qui s'étaient incarcérés dans le giron des élites parlaient un langage abscon qui n'était pas compris du peuple. Nous, on touche la jeunesse estudiantine. En touchant la jeunesse estudiantine, ces jeunes, quand ils retournent au village, ils transmutent ou traduisent le message que nous leur donnons dans leur langue locale. Et c'est ce qui permet une vulgarisation du message, et c'est ce qui fait que dans les marchés, dans les villages, eh bien, tout le monde commence à parler de ces questions-là aussi. Alors, nous savons qu'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO est en gestation. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'aboutissement de ce projet? Je reprends les propos du président ghanéen qui dit que tant qu'on aura encore le franc CFA qui sera lié à la Banque de France, d'accord, qui sera arrimé à l'euro, eh bien on sera toujours dans une complication parce qu'il pense qu'il faut que toutes les monnaies locales disparaissent pour laisser place à cette monnaie unique. Mais il y a un processus de transfert qui va nous permettre de passer d'une étape à une autre, et pour cela, il faut qu'on puisse couper le cordon ombilical vis-à-vis de cet impérialisme français-là. Donc, d'ailleurs, le président ghanéen est quelqu'un que j'admire profondément. Il y a des préalables avant d'arriver à cette monnaie unique. Et je reproche aussi aux dirigeants de la CEDEAO de ne pas être transparents dans la description des mécanismes structurant cette monnaie. On se retrouve aujourd'hui avec des gens qui se réunissent et qui disent on va avoir une nouvelle monnaie, on ne sait pas les conditionnalités, on ne sait pas les voies d'accès pour arriver à ce chemin-là. Et le problème, c'est que c'est le peuple qui a soulevé ces questions. Ce n'est pas les présidents. Le projet de la monnaie unique de la CEDEAO date des années 80. Qu'est-ce qui a fait, grand frère, à votre avis, qu'aujourd'hui on se retrouve avec ce débat qui ressurgit comme par magie? C'est parce que la société civile, sous l'impulsion notamment, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont, du Front ICFA que nous dirigeons, de notre ONG, même si les Madame Pinjot et Dongo Sambasila et d'autres n'en parlent jamais, parce que c'est très inconfortable pour eux de reconnaître ces vérités-là, mais c'est parce que le Front ICFA s'est organisé, a réuni un certain nombre de gens en Afrique francophone à vulgariser ce débat, qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le débat sur la monnaie unique de la CEDEAO a ressurgi. Donc, on attend de voir.
nous sommes comme des vigiles de la société civile. Quand je dis nous, je ne parle pas simplement de moi, Kémy Séba, mais de tous ceux qui travaillent avec nous au quotidien, de manière âpre. Et nous verrons, si on a la sensation de se faire escroquer, eh bien on passera à une autre étape de la résistance. Alors, ne craignez-vous pas pour votre vie dans ce combat que vous menez? Bon, moi, je me pose toujours la question, les gens qui craignent pour leur vie, pensent-ils qu'ils vont être immortels? On va tous mourir. La question, c'est est-ce qu'on meurt en ayant mangé trop d'atchéké ou de tchep, ou tchepouyab ou autre? Est-ce qu'on meurt en ayant, excusez-moi, on est dans un pays musulman, donc il faut être prude, mais en ayant trop collé sa petite, c'est le morceau vedette au Cameroun, où à force de faire trop de sport, on finit par être essoufflé et faire une crise cardiaque? Est-ce qu'on meurt en faisant son jogging le matin, etc.? Est-ce qu'on meurt en ayant consommé trop de sel, en ayant fait un AVC par la suite? Ou est-ce qu'on meurt en risquant notre vie pour l'indépendance de notre population? Bien, moi, je souhaite que mes enfants puissent se rappeler que leur père et leur mère se sont battus pour une autodétermination définitive de notre peuple. Et cette démarche-là, ce n'est pas une démarche qui est simplement dans les mains de Kémy Séba. On fait ce travail non pas pour nous. Moi, j'avais tout le choix de faire autre chose de ma vie. Et si on est ici, c'est parce qu'on ne peut pas accepter que notre peuple connaisse des conditions aussi extrémentielles, alors que nous sommes les pères et les mères de l'humanité. Alors, de l'activiste de la société civile à l'homme politique, pourquoi ce grand changement chez Kémy Séba? Il n'y a pas de changement. Je pense qu'il y a eu un problème de compréhension chez certains, pas chez la majorité qui était très contente de cette démarche-là, mais chez certains. On a dit que, comme le Hezbollah par exemple au Liban, on créait une branche politique. Mais Urgence panafricaniste est toujours là. La preuve, je suis devant vous, c'est Urgence panafricaniste, pas le parti panafricaniste béninois. Créer une branche politique ne signifie pas que moi je serai forcément candidat. C'est-à-dire que les gens sont tellement omnubilés par le système électoral qu'ils se disent que il crée une branche politique, donc il va être candidat, il veut être président. Moi, je n'ai pas dit que je vais être candidat. Je ne suis pas le seul personnage politique capable au Bénin. Et au sein même de nos troupes, entre guillemets, ou de nos militants, il y a des gens qui sont très brillants, et même peut-être plus brillants que moi. Donc, on veut quadriller tout le terrain, tout l'espace. Dans mon dernier livre, L'Afrique libre ou la mort, je dis la jeunesse africaine et le peuple africain, le prolétariat africain, reprendra le pouvoir par les urnes ou par la rue. Et dans cette démarche-là, il faut qu'on soit capable de quadriller tout. La rue, on y est depuis un certain nombre de temps. C'est nous qui faisons ressurgir les questions de société. Il faut qu'on puisse investir aussi le terrain électoral, d'accord, pour avoir dans cet espace-là une base aussi de gens qui pourront nous soutenir quand il y aura des coups durs. Parce qu'aujourd'hui, la situation est la suivante. On fait tout ce qui est en notre possible dans la société civile. On fait des actions sociales. On a lancé une campagne nationale de microcrédit, d'accord, auprès des familles les plus précarisées au Bénin, qui s'appelle le programme Alodo, qui signifie aide dans ma langue, en fond, d'accord. On est de l'autre côté sur une démarche de sensibilisation sur les questions relatives à la souveraineté. On contribue à vulgariser, à populariser les thématiques d'autodétermination. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que les élites de nos pays, à part le président Roch-Marc Kaboré qui m'a reçu avec les honneurs, avec beaucoup d'amour, avec respect, pendant 2 heures chez lui, et on a beaucoup parlé, on a parlé de projets, etc. Puis subitement après, comme par hasard, après qu'il m'ait reçu, les terroristes sont apparus au Burkina Faso. Plus sérieusement, ils étaient là quand même avant. Et en dehors de ça, la plupart des autres dirigeants ont peur. Et même quand ils envoient leurs émissaires la nuit pour discuter avec nous, ils ont peur publiquement de s'associer à nous. Donc il arrive un moment où on se dit que puisque vous voulez rendre le panafricanisme tabou, on va mettre des gens aussi dans votre sérail et ils vont parler de ce sujet-là, parce que c'est vital. Alors, M. Kémy Séba, votre mot de la fin est à l'attention des acteurs de la société. C'est passé vite. Oui. À l'attention des acteurs de la société civile nigérienne et au-delà de toute la population nigérienne. Alors, à l'attention des acteurs de la société civile, je tiens déjà à adresser mon profond respect. Parce que le Niger est l'un des pays où la société civile est la plus digne, la plus courageuse, la moins corrompue, la plus autodéterminée. L'année dernière, lorsque j'étais venu, les gens étaient incarcérés par volonté de justice, par volonté d'autodétermination, par volonté de souveraineté. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que dans un pays où l'uranium est si intense, on vive dans des conditions aussi délétères, aussi précaires, alors qu'on nourrit la France en électricité. Ces gens-là ont passé 6 mois dans des prisons inimaginables. J'ai fait la prison 3 fois dans ma vie pour notre combat politique. 2 fois en France, 1 fois au Sénégal. Sénégal était la durée la plus courte durant laquelle j'étais en prison.
mais c'était la pire période de ma vie. Parce que les prisons en Afrique, ce sont des camps de concentration. Donc des gens qui ont passé tant de temps en prison pour des convictions, je ne peux que leur donner mon amour et mon respect. Et c'est l'une des raisons qui a fait que j'ai demandé à mon staff qu'après le Bénin, après le Burkina, après la Centrafrique et le Bénin, que l'on vienne à Niamey. Et donc j'attends profondément qu'ils soient là samedi. Ce sont des héros contemporains qu'il faut célébrer comme tels. Et je compte sur leur présence pour que nous puissions faire front contre l'impérialisme français et contre ces affidés nègres en tant que tels. Et pour ce qui est du peuple, je leur dis toujours cette même chose, et ce sera mon leitmotiv jusqu'à ce que je quitte ce monde. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple, que ces élites soient politiques ou intellectuelles, le peuple se devra de le faire lui-même.